Alors, en fait, ça va être très très simple. Hein, vous savez, je voudrais simplement dire que, donc, à l'invitation de Pascal Kella et de Virginie Epry, qui dirige l'agence qui s'appelle Art en Direct, agence de communication par l'art contemporain, j'ai donc eu l'opportunité et la chance de pouvoir monter cette exposition. La main tendue était de la part de Pascal de travailler autour de la notion de marque. Très rapidement, j'ai pensé à marque contre marque, comme ça, vous savez, c'est des mots qui sortent, je trouvais que ça pouvait peut-être bien résonner. Et puis, c'est vrai qu'en même temps, il y avait un tas de choses dans ma tête qui m'intéressaient, que j'avais en mémoire. Alors oui, j'ai un petit peu des images là que j'ai mis derrière pour alimenter le plaisir de l'œil. Et puis, c'est vrai que très rapidement, j'ai immédiatement pensé à demander à Jean-Pierre de participer à l'exposition parce que, il y a une raison très précise, il y a quelques années, je ne sais plus, 4, 5, 6, peu importe, nous avions eu l'occasion de travailler ensemble sur une exposition qui était à Séoul, très précisément, et à l'occasion de laquelle il avait réalisé toute une série de travaux, comme celui qui est à l'entrée de l'exposition et qui porte le mot art d'une manière très forte comme cela, dans cette qualité presque de slogan qui vient vous rabrouer l'esprit, je dirais presque. Et je me souviens que dans un entretien qu'on avait fait avec Jean-Pierre pour le catalogue, on avait parlé notamment justement de la notion de marque, de l'enseigne, parce que dans sa forme même, l'objet vient directement, d'après ce qu'il me disait à l'époque, de ce type de matérialité. D'ailleurs, voilà, je cherchais, vous l'avez vu que je cherchais quelque chose, j'ai trouvé cette phrase dans l'entretien, Jean-Pierre, qui m'amusait à la relire, parce que je n'avais pas eu l'occasion de la lire depuis longtemps. À l'entrée d'une exposition, il y a toujours un panneau qui indique le nom de l'artiste qui en fait l'objet. La seconde est d'inviter le regard à pénétrer ce mot magique. Et tout d'un coup, je me dis, mais finalement, à l'entrée de cette exposition, il y a non pas un panneau qui indique le nom de l'artiste, mais il y a ce panneau art, comme si, peut-être d'ailleurs, au-delà, il voulait laisser entendre que, voilà, c'est de l'art ici, même si, évidemment, ce panneau, il existait dans le cadre de ton expo. Je voudrais que toi, tu nous dises, dans la façon dont tu avais conçu ce panneau, sa genèse un petit peu, qu'est-ce qui t'a conduit à imaginer ce panneau art? Et peut-être aussi que tu peux préciser, évidemment, de quel autre type de travaux il était accompagné, parce que c'est ça qui est très important aussi. Oui, le mot art, vous le connaissez comme moi, c'est un mot qui dit tout et qui dit rien. Mais je pense que dans l'art, en tous les cas, peut-être contrairement à la communication dans la publicité ou dans autre chose où tout doit être d'une efficacité absolue, dans l'art, on est toujours sur quelque chose qui doit être efficace, mais on est toujours aussi à côté des choses. C'est-à-dire qu'on cultive le paradoxe aussi. Donc le mot art, redondant, c'était bien sûr de dire ce mot, c'est la synthèse un petit peu de tout, c'est la synthèse de rien, c'est la synthèse de tout. Donc c'est aussi donner des affirmations et en même temps ne rien donner du tout. Moi j'aime bien les deux versants, le versant nord, le versant sud. Donc l'un sans l'autre, le chaud, le froid, le tout, le rien, enfin voilà, quoi, c'est ça. C'est pas le yin et le yang, mais c'est un petit peu on a tout, on n'a rien en même temps. Du reste, quand on pense qu'on a tout, on a aussi rien, je pense. Et quand on n'a rien, on a aussi peut-être des choses qu'on n'a pas, qu'on ne s'est pas révélées. À l'origine, immédiatement, quand j'ai commencé, je ne veux pas faire un monologue, hein, quand j'ai commencé dans l'art, au début, en 62, Anne s'en souvient certainement, parce que j'ai une témoine parfaite, là, je pense que c'est
justement parce que l'art faisait signe que ça m'intéressait, puisque j'étais autodidacte, donc je n'avais pas de pratique artistique picturale ou de sculpture, des choses comme ça. Et donc, l'objet que je mettais, ou le signe que je mettais, c'était volontariste. Véritablement, quand je mettais des sens interdits en 62, grandeur nature, c'était pour qu'on soit en face directement d'un signal et qu'il fasse son travail. Alors, juste, je me permets de te couper pour donner un peu de dynamisme aussi. Et le choix, par exemple, du sens interdit par rapport à un autre signe de cette même économie de la circulation, économie signalétique de la circulation. Pourquoi le choix du sens interdit plutôt qu'un autre? Comment il s'est justifié? Oui, mais encore une fois, si on est dans l'art, on accepte qu'il y ait des choses qui émergent et puis des choses qu'on ne contrôlera pas. Donc le sens interdit, évidemment, rétrospectivement, 50 ans plus tard, on peut imaginer, oui, le sens interdit, ça correspondait à sa relation au monde, à la frontalité, à la violence du monde et tout ça. Mais quand j'ai commencé il y a 50 ans, je ne savais pas, et je n'ai pas demandé à Freud de me donner la réponse pourquoi je mettais des sens interdits. Simplement, la simplicité du sens interdit dans tous les codes de signalisation m'apparaissait le plus efficace. Donc ça m'intéressait, le plus simple. Donc là, on n'est pas loin de la communication, de l'efficacité de la communication. Le rouge, très fort, très violent, pour des raisons de signalétique urbaine ou sur les routes, était aussi très séduisant. C'est un rouge sang quand même, donc c'est un rouge qui n'est pas décoratif. Et puis ce blanc qui vient au milieu. Enfin, je crois qu'on ne peut pas faire plus simple qu'un rond avec une ligne comme ça. Et ça, là je vais redire une fois, moins c'est plus, comme aurait dit Mondrian ou je ne sais pas qui, mais véritablement, 50 ans plus tard, j'en suis toujours à la même situation. Je ne trouverai jamais un signe aussi efficace, aussi communicatif aussi, puisque tout le monde le connaît, chez les Esquimaux, aux quatre coins du monde, dans les campagnes les plus reculées. Donc quand même ça, moi je ne veux pas aller plus loin que... Et alors justement, en t'écoutant, je me dis que finalement, et je ne l'avais pas mentalisé jusque-là vraiment dans la relation entre une pièce qui remonte à 50 ans et la pièce art qui est là, puisqu'elle est là, autant parler d'elle aussi, c'est que finalement on est dans le même dispositif plastique, puisque il y a du rouge et du blanc. Le mot art, là, il fonctionne presque comme ton sens interdit. Ah oui, moi je pense que j'ai pas avancé. Hein. C'est pas ce que je voulais J'aurais entendre. pu m'arrêter il y a 50 ans. Non, sur le plan de ces deux choses, effectivement, je reviens à la case départ. C'est pour ça que cette œuvre m'intéressait aussi, art plus art, parce que c'est une façon aussi de synthétiser un petit peu toutes les turbulences que j'ai eues au milieu et tout ce que j'ai fait, parce que vous l'avez vu un tout petit peu, mais parfois je suis un peu épuisé de regarder une bio et de me dire pourquoi avoir fait tout ça, est-ce que j'aurais pas dû rester en train de respirer, regarder ce qui se passe, voir la nuit tomber et tout ça. Et je pense que c'est vrai que bon ben voilà, j'ai remué, j'ai fait des choses, et dans le fond ce qu'il en reste, c'est le sens interdit du début, je schématise évidemment un petit peu, et puis cette pièce qui a été faite il y a 5 ans, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est ce dont je voudrais qu'on se souvienne de moi. Le reste, je ne dirais pas que c'est du remplissage, parce que c'est quand même... C'est un peu beaucoup. Voilà, enfin chacun jugera. Mais en tous les cas, le reste, c'est toutes les turbulences, tout ce qui se passe au milieu. En réalité, quand on a la chance d'être capté, d'aller vers quelque chose qui est aussi évidente dans ce qu'on recherche d'harmonique, enfin, puisque je dis ce sens interdit, pour moi, il représente tout. Il représente la beauté, l'efficacité, la violence,
le mental aussi, la force mentale, et l'interdit aussi, qui peut-être chez nous tous, mais enfin chez moi a été cultivé en plus, eh bien le faire passer dans le mot art, c'était une façon aussi de dire, voilà, la boucle est bouclée. Et alors, par rapport toujours à ce mot art et à cette pièce qui est ici présentée, donc je disais, elle était accompagnée dans l'exposition à Séoul de différentes autres pièces qu'on a vues défiler et qui portaient des noms d'artistes. Comment cette idée-là, je veux dire que d'une certaine manière, voilà, plutôt... au bout du compte, tu aurais pu faire une exposition uniquement avec le mot art, comme tu avais fait, comme tu aurais mis uniquement des sens interdits. Qu'est-ce qui t'a... pourquoi tu es allé aussi vers le fait de faire des panneaux avec Picasso, comme on voit à l'écran, Gauguin. Qu'est-ce que tu allais chercher, là? Je ne sais pas ce que j'allais chercher, mais on a tous... on sait tous, là c'est le sujet même de ce qui fait que nous sommes ensemble ce soir. C'est qu'un mot qui devient une marque, évidemment, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je crois que le mot Picasso est très évident à ce sujet-là. Picasso est devenu l'artiste qu'il a été. Et je veux dire, ce mot Picasso, quand on ferme les yeux, on voit chacun alors va vers la période qui l'intéresse, mais je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir même un visuel. Je veux dire, on mentalise ce que représente un tableau de Picasso. On peut le faire pour d'autres artistes, que ce soit Monet, Mondrian et tout ça. Mais les artistes qui captent le plus cette idée-là sont les artistes qui ont réduit leur concept à des choses très, très précises comme ça. Je pense donc à Mondrian, parce qu'on se dit des horizontales verticales avec 3 points de couleur. Quand on pense à Klein, à Yves Klein, on pense au bleu. Il y a certains artistes comme ça qui ont une signalétique sur laquelle, c'est pas qu'ils sont mieux, c'est simplement qu'ils ont travaillé avec ça. Ils ont été dans cette direction-là. Et c'était évidemment très attirant pour moi de faire cette exposition à Séoul en prenant des artistes, en prenant 4 ou 5, en mettant la couleur sur ces panneaux qui étaient aussi les couleurs que les artistes avaient souhaité aussi mentaliser. Par exemple, il y avait un grand panneau de 3 mètres sur Van Gogh et je l'avais fait jaune et bleu. Bon, c'était le sud, c'était les tournesols, voilà. J'avais fait Gauguin avec les couleurs de la Polynésie aussi, le rouge très fort à côté de vert très intense et des choses comme ça. Chez Picasso, j'ai eu plus de mal parce qu'il n'y a pas de couleur dominante. Il n'y a pas de couleur dominante et du reste, la plupart étaient noir et blanc. Je m'étais réduit dans cette chose. Chez Monet, c'était pas compliqué aussi parce que là j'avais les nénuphars et tout ça, donc j'étais dans des bleus mélangés à des verts et des machins comme ça. Mais en fait, ce qu'on voyait, c'était le nom simplement. Et ce nom en immense comme ça, alors me paraissait non pas spécialement. Bon, je sais que je suis artiste, donc le but c'était que ce soit une œuvre, mais l'idée c'était surtout de donner à ce signe une sorte de dimension supplémentaire et de mentaliser encore cette chose. Donc ça, c'est vraiment le cœur du problème des marques. C'est-à-dire que c'est la force du logo, en quelque sorte. Oui, mais c'est la force du logo, mais tout ce qu'on peut insuffler dedans, d'illusion, de vérité, à la limite, en exagérant, je me disais, le nom se suffit à lui-même. Et tu ne serais pas, par exemple, tenté, ou tu n'as pas été tenté, dans une déclinaison de ce travail, d'aller emprunter à une terminologie, justement, qui serait publicitaire. C'est-à-dire, je sais pas, là, j'ai pensé à la pub, enfin, à la marque Nike, qui est une marque très très forte, avec ce croissant, tu dois connaître Nike, les chaussures. Il y aurait pas... il n'y avait pas, pour toi, l'idée de pouvoir en faire quelque chose? Non, mais on peut... Le champ
le champ pour un artiste, c'est 360 degrés. Donc on peut toujours aller par là ou par là ou par là. Moi j'ai choisi un champ, je suis resté volontairement restreint parce que j'aime mieux, encore une fois, rester sur des zones extrêmement limitées. J'aime mieux labourer un petit champ que de labourer des étendues. Donc c'est un petit peu ça. Donc à ce sujet-là, je trouvais que l'art était déjà assez riche d'expérimentation et ça me suffisait, je ne voulais pas en sortir. Mais c'est vrai que j'aurais pu sortir ailleurs, et du reste, les artistes aujourd'hui touchent à tout. Hein. Ils sont sur tous les territoires de la communication et des marques. Hein. Il n'y a pas de mauvais exemples. On voit chez Warhol, on le voit chez tous ces artistes qui ont très élargi les choses, et quand ils sont intéressants, évidemment, c'est merveilleux. Bon. Moi, encore une fois, c'est déjà très vaste. Rapprocher les choses et tout ça, je pense que c'est quand même là où je tiens un tout petit peu plus mon histoire. Alors, par rapport au monde, je dirais, de la publicité, au monde de l'enseigne et tout ça, je crois qu'il y a un autre point quand même qu'il faudrait juste qu'on évoque par rapport à cette œuvre art, comme par rapport aux pièces portant les noms de Picasso, Gauguin, Van Gogh, Monet, c'est la matérialité de l'objet. Parce que moi, je me souviens que lorsque tu as préparé cette expo, puisqu'on travaillait là-dessus, alors que tu n'avais pas encore d'ailleurs matérialisé, enfin tu n'avais pas, l'œuvre n'était pas réalisée matériellement, je me souviens de dessins que tu m'avais montrés, et tout de suite je t'ai demandé, mais dans quelle matérialité tu vas informer cela? Et tu m'as parlé tout de suite du mot enseigne. Donc tout de suite tu as voulu, tu m'as bien spécifié que tu voulais placer ce type de démarche et ce travail par rapport à tout un monde qui est celui des panneaux que l'on voit dans la rue. Et je crois même que tu m'as finalement parlé aussi de cette manière dont, quand tu déambules dans la rue, quand tu te déplaces, tu étais frappé par l'impact que cela pouvait avoir. C'est bien comme cela que t'es venue l'idée de cette matérialité dont j'ai oublié le descriptif technique là. Qu'est-ce que c'est comme matériau, le mot art, l'œuvre qui est là? Les matériaux, je ne sais même plus, c'est des panneaux, quoi. C'est des panneaux. Oui, c'est du bois. Non, c'est pas du bois, c'est de l'aluminium. Il y a un nom très précis comme ça dont on se sert dans... C'est pas le dibonde? Si, c'est du dibonde. Oui, voilà. Donc, cette relation à l'enseigne, elle est importante aussi, elle fait sens, en tout cas. Bon, pour aller dans la direction de l'enseigne, puisque je vais refaire un raccourci, quand je passais devant le Grand Palais, qu'il y avait une exposition de Picasso, je prends Picasso encore, hein, je en use et j'en abuse, mais parce que je trouve qu'il représente bien ce mental aussi quand on parle de l'art. Ça m'évite de dire quels sont ceux qui sont intéressés par Picasso et quels sont ceux qui sont moins intéressés. Non, moi ça m'est égal. Je veux dire, je prends le nom, hein, je prends le nom comme je dirais Ferrari ou Renault. Hein, voilà. Donc je prends un nom. Quand je passais devant le Grand Palais dans la rue, qui avait une queue de 3 km pour l'exposition Picasso, par exemple. Ce qui aurait été la même chose pour Dali ou pour quelqu'un d'autre. Hein. Exactement pareil. Hein. Donc, il ne faut pas se fixer sur Picasso. C'est un exemple. J'étais dans la rue, je vois 3 km de queue et je vois le panneau Picasso. C'est tellement, pour moi, évident. Je sens le rapport entre cette circulation, ces gens qui attendent là, et le panneau. C'est-à-dire, ils attendent parce qu'il y a le panneau, pour moi. Alors, évidemment, ils vont pour ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si je raccourcis la chose, le dispositif, c'est les gens, c'est le panneau, et j'allais presque dire accessoirement les œuvres à l'intérieur. Alors, ne vous affolez pas. Hein. Ce que je veux dire, c'est que le dispositif, la scénographie, ce qui fait mousser les choses, ce qui donne le plat, c'est
toute cette situation-là. Et donc ce panneau, pour moi, il est fiévreux, je veux dire. C'est lui qui excite et c'est lui qui fait monter la température. Et je sais que les œuvres à l'intérieur, alors certains ou certaines vont aller vers tel tableau, d'autres iront vers d'autres et tout ça. Après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Mais en fait, la grande messe, c'est le panneau. C'est-à-dire que c'est le nom, c'est l'artiste. On y va pour Léonard de Vinci, on y va pour la Victor Saint-Montras, on y va pour Picasso, on y va pour Dali, on y va pour Max Herz, on y va pour un tel. Et suivant l'amplitude, la réussite de ce panneau, suivant sa force, et sa force aussi faite par les designers ou par les personnes qui ont fait le panneau. Je ne parle pas de ceux qui l'ont peint, hein, je parle de ceux qui l'ont conçu. Ça sera plus ou moins efficace aussi. Et donc, parfois, c'est évident qu'il y a des réussites incroyables, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un mental panneau qui fait que moi j'ai presque envie de retirer le musée qui est derrière. C'est-à-dire que c'est pas, on a dans la tête cette histoire-là, et après on a les bouquins, on peut aller voir tel tableau dans tel musée et telle chose comme ça. Mais en fait, ça serait un décor, il y aurait simplement les gens qui attendent le panneau et quelque chose derrière d'improbable, ça serait, pour moi, c'est... Tu es en train de régler le problème de la circulation automobile. On n'a qu'à simplement avoir chacun un panneau marqué Renault et on a, ça y est, on n'a pas besoin de bagnole. Non, mais ça c'est le rêve, c'est un peu la déambulation de l'artiste aussi dans les méandres de l'art et ça m'évite de dire tel tableau est important. Bon, moi je préfère les Demoiselles d'Avignon à autre chose chez Picasso. Mais c'est mon choix. Pour quelqu'un d'autre, c'est pas le cubisme, ce sera Pierre Rose. Donc c'est avant qu'on en arrive à dire, moi je préfère ça, ce qui nous relie, ce qui nous rassemble en quelque sorte, j'allais dire c'est le panneau. Alors attention, prenez pas. J'essaye d'être positif. Hein, je ne suis pas conceptuel à 100%. Je ne dis pas c'est le panneau qui est important. Je ne suis pas Ben ou je ne suis pas dans cette posture-là. Mais je dis ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait marcher. Et puis après, chacun fait son cheminement, fait sa déambulation, en parle et tout ça. Après, j'allais presque dire, c'est de la cuisine pour chacun. Chacun va vers la chose pour des raisons totalement diverses du reste. Et c'est un bout de ça, c'est un bout d'autre chose. En réalité, il y a des choses puissantes qui nous rassemblent ou qui nous font peur ou qui nous repoussent du reste. Et c'est le problème de la communication. Et quand je dis panneau, c'est au sens très large du terme, hein, parce que je pense qu'on ferme les yeux, on voit le nom, il n'y a plus de dimension. Il peut faire 10 mètres de hauteur comme il peut faire 3 mètres de hauteur. Mais c'est ce côté complètement ouvert qui m'intéresse. Ce n'est pas la matérialité, mais bien sûr, il faut que ça ressemble à un panneau. Bon, je te laisse la parole tout de suite, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en Chine, par exemple, sous Mao, où la communication était très visuelle, comme ça, où on avait des millions de gens avec des signaux très, très forts, comme ça, de communication, c'était pour moi extrêmement fascinant, parce que je sentais la force, je veux dire, de cette communication comme ça, avec des couleurs très efficaces, beaucoup de rouge, du noir, des couleurs comme la signalisation aussi, et cette efficacité de rassemblement comme ça, en dehors de ce qu'il y avait derrière, de la doctrine du maoïste, et bien finalement le dispositif, il était hallucinant. Et ça continue. Alors, tu dis, je suis pas, tu dis que tu n'es pas conceptuel à 100%, ce qui est certain, mais en même temps, dans cette façon de raccourci finalement,
que tu proposes dans l'appréhension de Picasso, c'est vrai qu'il y a quand même une démarche qui est, elle n'est pas réductrice, mais elle vise une espèce de condensation à l'état granulaire presque, pour arriver à n'avoir plus que l'idée portée par un mot, d'un contenu qui s'élargit, qui a peut-être un espace considérable. Mais tu sembles vouloir dire finalement l'art pourrait se réduire simplement à cela, à ce grain. Je veux rien réduire. Je pense que c'est un peu comme les cellules du corps. Une cellule, pour moi, si c'est la vie, alors après c'est une organisation de cellules, les unes entre les autres, certaines pour le cerveau, d'autres pour la motricité, d'autres pour d'autres choses. Ce qui m'intéresse, c'est la cellule. Donc c'est un peu ce morceau de vie, cette chose qui est un peu à la base de l'équation, à la base du vocabulaire, c'est un alphabet, c'est ça qui m'intéresse. C'est un petit peu comme chez une plante, la graine ou le démarrage des choses. Donc, ce qui n'est pas très éloigné quand on voit les pots et tout ça, de se dire il n'y en aura pas dedans. Donc si je bouchais les pots de fleurs, si je les ai agrandis et tout ça, c'était une façon de dire chacun ne va pas se mettre à faire la démonstration de moi j'aime les géraniums, moi j'aime telle autre plante et tout ça. Non, l'équation basique, c'est d'où ça sort, voilà, on part de là, ça pousse pas, on est dans ce côté un peu primaire, pour pas primitif, mais en tous les cas primaire. On est à l'essence un tout petit peu des choses. On est à la semence. Ouais, enfin... oui, mais moi, si la graine ne pousse pas, ça m'intéresse autant que si elle pousse. Hein. Je ne suis pas moral du tout sur cette histoire. Ce qui m'intéresse, c'est très... ah oui, je ne suis pas dans le micro, pardon. C'est pas grave. Bon, ça va, ça va. Ce qui m'intéresse, c'est cette vie comme ça, basique, l'essence en quelque sorte, l'essence. Qu'est-ce qui va se passer à partir de cette chose improbable qui fait qu'on est tous là, et qu'on a tous envie de faire des choses différentes. On est peut-être rassemblés là sur un sujet, mais voilà, c'est le sujet de ce soir. Demain, il y a d'autres choses qui vont nous disperser et tout ça. Et ce qui m'intéresse, c'est ça, voilà, cette chose. Après, l'organisation du monde et les choix de chacun, alors je vous assure, ça c'est pas mon problème. Après c'est la raison, c'est l'attirance, c'est toute la chimie et tout ce qu'on met, c'est toutes les équations, je veux dire, de la chose. Alors si je comprends bien, le choix que tu fais aussi, par exemple, de déléguer la fabrication du travail, car tu la délègues, la fabrication du travail. C'est pas toi qui fabriques le panneau art. Oui, mais quel intérêt Non, mais quel est pour moi l'intérêt de dire je suis l'artiste, je vais faire le panneau, dans la mesure où il y a des gens qui le feront mieux que moi, et qu'il suffit de les payer, je veux dire, et ils feront un excellent travail. Quand je construis une maison, je prends des maçons, je prends un architecte, je fais comme tout le monde, je veux dire, je ne me dis pas je vais le faire moi-même. Je l'ai fait une fois, ça, mais c'était une autre expérience. C'était parce que je voulais tout faire, justement. Je voulais être comme un lapin qui fait son terrier. Donc là, il fallait creuser, et c'était à moi de le faire. Ça, c'est vrai. Mais autrement, non, quand je vois encore une fois 3 km de queue pour une exhibition de Picasso avec un panneau, je ne me pose pas la question si l'artiste a fait le panneau. Ça n'aurait aucun intérêt. Et si l'artiste revendique le fait qu'il ait fait le panneau, alors ça peut être très intéressant, mais ça c'est un concept qui lui appartient. Je veux dire, ah oui, donc il a voulu faire le panneau, il a voulu faire celui qui fait les calicots. Non. Moi, tout ce que je peux déléguer à des personnes qui m'apportent cette efficacité, alors, moi je ne construis pas ma voiture. Hein. Les choses qu'on fait soi-même,
il faut que ça ait un vrai sens. C'est une affirmation. Les choses qu'on fait soi-même, c'est parce que ça fait la différence avec les autres. Mais là vraiment, j'ai pas. Non, je suis pas un obsédé de faire tout moi-même. Loin de là, du reste. Loin de là. Mais le côté glacé qu'on retrouve dans la publicité, dans les enseignes et tout ça, montre bien qu'il n'y a pas d'interférence avec la personnalisation. C'est ce que j'aime aussi beaucoup là-dedans. Sens interdit, on ne se pose pas la question qui a inventé le sens interdit. On ne sait même pas si c'est un designer, si c'est un... Je ne crois pas que ce soit un artiste. Un fonctionnaire. Oui, comme ça, qui a fait un travail, voilà, qui avait... Alors, je voudrais revenir sur une mesure qui est très prégnante dans ta parole, c'est le rapport de l'art et de la communication. J'ai le sentiment que chez toi, ce sont deux entités, disons, art et communication, qui sont irrésistiblement dans une relation de sens. Est-ce que c'est bien le cas? Parce que t'écoutant, et c'est vrai qu'à un moment, là, dans ta parole, tu as utilisé beaucoup ce mot de communication, et il me revenait évidemment en mémoire toute cette période où nous étions tous occupés par des élections, et où tu avais engagé une sorte de... Je ne sais pas comment tu la qualifies toi-même, je ne sais plus en tout cas, je ne dirais pas une performance, c'était pas une performance, un travail par rapport à la communication en faisant des campagnes d'affichage au moment de la présidentielle. Donc ce rapport à la communication dans ton travail, comment tu en parles Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est de savoir comment les autres ressentent ça et ce qu'ils en pensent. Alors moi, je peux toujours parler... Je peux dire des mensonges absolus. Du reste, je mens tout le temps parce que tous les... Non, mais je veux dire comme tous les artistes, comme tous ceux qui écrivent et tout ça. À un écrivain, on ne demande pas de dire la vérité. On lui demande de dire quelque chose et c'est ce qui nous intéresse. On n'est pas là pour vérifier si ce qu'il dit est vrai, sauf si on est... évidemment sur des livres techniques, je veux dire. Et alors on est là par rapport à un artiste, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? D'un artiste, tout et rien, comme d'habitude. C'est-à-dire, c'est une courroie d'entraînement, c'est une sorte de... Voilà, c'est-à-dire on ouvre les vannes, et puis on va essayer de naviguer dans cette histoire-là, qui n'a ni queue ni tête, mais qui, en même temps, est faite de raison, est faite de sacrifice aussi, parce que pourquoi donner sa vie à cette chose, sauf si c'est de l'alimentaire, je veux dire. Si moi je vous disais que j'ai passé ma vie à faire de l'art parce que ça me permettait de vivre, je suis abasourdi même de me poser des questions comme ça. Je te pose une question, pourquoi tu as passé ta vie à faire de l'art? Parce qu'il m'a semblé que c'était la seule navigation, la seule respiration, la seule façon d'être à ma place, je pense, dans ce monde avec lequel j'ai quand même beaucoup de mal à, je dirais pas communiquer, mais à être en harmonie, à être en échange et tout ça. Et donc les œuvres d'art, qui sont la conséquence de ce qu'on dit là, c'est pour ça que les œuvres d'art, elles sont plus ou moins intéressantes, plus ou moins attirantes, plus ou moins tout, parce que c'est les conséquences de cet état d'esprit en quelque sorte. Donc je n'ai pas... Il y a des artistes qui savent qu'ils vont changer, je ne dirais pas l'histoire de l'art, mais qui vont jouer un rôle. C'est ça. Moi, je n'ai jamais pensé que je jouerais un rôle dans l'histoire de l'art. C'est simplement, ces objets sont les choses que je fais sont des choses très indépendantistes qui ont des ressources
et qui donc vont lutter plus ou moins bien du reste et tenir plus ou moins longtemps. En tous les cas, elles tiendront, ça ne sera pas difficile plus que moi, parce qu'elles auront, avant de disparaître dans une décharge ou dans un musée, je veux dire, elles auront des destinations comme ça, très hypothétiques. Et c'est un peu la bouteille à la mer. Mon destin, en tant que personne, qui est comme le vôtre du reste, on le connaît, on nous donne un temps de vie plus ou moins long, et puis ça sera 10 ans de plus, ou 20 ans de plus, ou 20 ans de moins, je veux dire. Mais on est dans cette tranche comme ça, dans cet élastique un peu tendu comme ça. Les œuvres d'art, elles ont cette ambition de rebondir ou de disparaître très rapidement. Elles ont cette autre vie comme ça, qui est le propre des objets inertes. Ce sont des objets qui n'ont pas de vie. Il n'y a aucune vie dans les œuvres d'art. Il n'y a que ce qu'on y met, hein, quand même, toutes les émotions, tout ça. Et parfois ça va dans le même sens. Mais ce sont quand même des objets inertes. Et arriver à donner de la vie à des objets inertes, je trouve que ça, c'est assez troublant quand même, et pas inintéressant. Je veux dire, on donne la vie en faisant des enfants, ou on donne la vie en faisant des œuvres, je veux dire, ou en laissant de la pensée, que ce soit par l'écrit, par la musique ou autre chose. Donc ça, c'est une façon de transgresser un peu ce temps court. Donc c'est une façon de communiquer aussi, avec l'autre. Et alors de communiquer quand on est vivant, effectivement. Parce que quand on est vivant, c'est une musique. Ça nous permet de nous rencontrer, de se parler, d'être dans le malentendu ou dans l'évidence. Enfin, je veux dire que c'est pour ça que tout est toujours très comme ça ou très comme ça. On ne sait pas si on est content, mécontent, et en même temps on est un peu tout en même temps. Je veux dire, on est mais aussi ce sentiment que ça ne sert à rien et qu'en même temps, si ça n'était pas là, il y aurait un vide à remplir. Alors derrière nous, il y a un défilé d'images que j'ai monté comme ça. On voit un certain nombre de tes travaux à travers le temps. J'ai envie comme ça, parce que je t'écoutais évidemment, et je pensais, je ne sais pas vraiment exactement comment le justifier, mais ça fait rien. Je pensais à cette pièce qui est à Beaubourg, moi qui me fascine assez, qui est le container. Je ne sais pas si tout le monde la connaît, un vrai container qui est entièrement carrelé avec... Je l'ai vu, hein, oui, il est passé avec ce carreau, ce matériau qui te signe, hein, comme le pot, évidemment, te signe aussi. Et dans ce container, donc, je sais, tu m'as expliqué tout cela, c'est toi-même qui y place un objet, en fonction, si j'ai bien compris, de ton humeur, finalement, en fonction de... Et j'ai un peu l'impression que ce lieu-là, c'est peut-être une espèce de part de toi qui est complètement à l'inverse de cette distanciation que tu sembles marquer par rapport à l'art, par rapport à l'œuvre. C'est-à-dire que tu nous as quand même parlé, bon, il y a la pièce ici, art, de tout ce qui est effectivement comme si tu refusais d'y projeter quelque chose. Et le container, lui, me paraît être lieu comme un lieu, pas secret, puisque c'est ouvert et au public, comme un lieu où justement il y aurait une espèce de sécrétion subjective de Reynaud. Est-ce que je me trompe par rapport à ce lieu lui-même ? Puisque en fonction de l'actualité, de ton actualité, de ta biographie, je pense à certaines choses que tu as pu y mettre, j'ai l'impression que c'est... Alors on n'est peut-être plus tout à fait dans le sujet... ça fait rien. Ça fait rien. On peut errer, hein, on n'est pas... voilà, on peut errer. Oui, le container, je l'ai à Beaubourg, je l'ai voulu. Ça, c'était vraiment quelque chose de volontariste. Hein. J'ai souhaité réaliser cette... c'est pas une performance, c'est une sorte de... C'est comme un bathyscaphe, c'est une structure qui se suffit à elle-même, qui est... D'abord, c'est quelque chose qui peut se fermer.
puisque c'est un vrai container. Hein. C'est un vrai container, donc c'est une sorte de boîte. Excuse-moi, je te coupe parce qu'à t'écouter, j'étais en train de me dire, mais il va bientôt me dire c'est un espace de survie. C'est ça, c'est bien sûr que c'est-à-dire que les œuvres d'art, elles sont, comme dans un jeu de cartes, elles sont distribuées. Hein. Voilà, elles sont bien distribuées ou mal distribuées, mais c'est comme quand on distribue les cartes. Le container, c'était ma relation avec les institutions pour dire, d'abord, là, je continue à être indépendant à l'intérieur du musée, ce qui n'est pas mince, parce que je me souviens quand même de toutes les difficultés que j'ai eues pour faire rentrer ces 4 mètres carrés, oui c'est ça, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, à l'intérieur, qui soulevait évidemment beaucoup d'opposition, parce que je suis conservateur de ces 4 mètres carrés jusqu'au dernier jour de ma vie. Ce qui est, je peux vous dire, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui pourront se remettre dans cette posture-là. Parce que c'est passé une fois, mais ça ne passera pas deux. Et donc, j'ai cette amplitude juste dans ces 4 mètres carrés. Alors, j'ai des œuvres qui sont ailleurs, avec les autres artistes, du reste, une cohabitation très agréable, qu'on connaît. Et là, par contre, c'est le meilleur et le pire, c'est-à-dire que j'irai jusqu'au bout de ma déchéance ou de mon talent, vous verrez tout, ça vous sera livré, le ridicule, d'autres postures et tout ça. Donc cette mise à nu et ce caisson de survie, comme tu disais, oui, c'est dans cet endroit enfin libre, pas simplement mis au mur ou posé là, comme les meilleurs témoins même, les meilleurs morceaux en quelque sorte. Non, cet endroit, c'est encore la vie, c'est la prise de risque, comme je le disais, c'est le ridicule, etc. etc. Et donc, ça fait... Oui, 85, ça fait plus de 20 ans maintenant, ça fait 22, 23 ans déjà. Moi je suis pour les temps très longs, hein, comme ça, donc 40, 50 ans, c'est à peu près le temps qu'il me faut pour réaliser un projet. Et donc là, je mesure aussi l'ennui, le temps qui passe, le plaisir aussi, s'il est toujours là ou s'il a disparu. Je peux vous dire qu'avec le container, c'est vraiment une très grande jouissance parce que j'y vais d'abord quand j'ai envie, je ne suis pas forcé et tout ça. Et ce que je mets à l'intérieur, ça change suivant mon humeur, donc je suis dans le caprice. Les conservateurs, eux, changent. Moi, je suis toujours là, simplement je prends 10 ans de plus. Et c'est une ivresse formidable. Et je sais... mon rêve, bien sûr, c'est d'arriver un jour, alors qui existera ou qui n'existera pas, puisque on est limité par ce que l'on est. C'est à un moment de me dire, si je dois être à l'ultime, à un moment de ma vie, quel que soit l'âge, je pourrais toujours, s'il y a un seul endroit où je pourrais avoir mon chant du cygne, c'est là. Du cygne, tu l'écris S-I ou C-Y? Non, le cygne. Le cygne. Donc. Et c'est là, parce que d'abord je suis chez moi, je suis dans ma matière, je suis dans un espace qui n'est ni trop grand ni trop petit, qui est à ma dimension, je l'ai fait à la dimension de mes bras, comme ça, et donc c'est très intime, en même temps c'est offert au regard, c'est offert à la vue, donc je ne serai jamais seul, j'aurai toujours cette posture de l'acteur évidemment, et tout ça, dans un endroit quand même qui est protégé, je veux dire, parce qu'on ne va pas prendre Beaubourg et le mettre un peu plus loin. Donc j'ai aussi réussi à m'implanter
au cœur quand même de l'urbain. Et là, ben, je ne sais pas, je compte que sur mon talent, je l'aurai, je ne l'aurai pas, mais peut-être qu'un jour, est-ce que c'est mon corps qui rentrera dedans? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà. Mais justement, c'est le lieu par excellence de ta communication, pour rester sur la vecteur de la communication. Il me semble que ça devient le lieu par excellence d'une communication réno. Oui, pas au sens communication produit. Produit, hein, oui, oui. Pas au sens. Mais c'est bien pour ça que ça m'intéressait de le mettre en contrepoint. Oui, oui. C'est en tous les cas très original comme méthode, ça me convient très très bien, parce que l'expérience que j'avais faite avec la maison que j'ai construite en céramique était quelque chose donc, que j'ai mené à son terme, que j'ai à un moment fait disparaître, que j'ai détruit et tout ça, parce que dans le monde tel que nous le vivons, je sentais bien que, puisqu'on devait le classer par les monuments historiques, que j'allais rentrer dans un dispositif comme ça, d'une société qui garde des choses, qui en jette d'autres et tout ça. Là, le container, là, encore une fois, c'est cette bulle, c'est ce petit truc qui ne sera pas, suivant l'humeur d'un conservateur, changé de place, voilà, et là, j'ai mon... C'est pas funéraire, hein, il faut surtout pas l'associer, on peut avoir tendance aussi à penser et tout ça. Bon, à un moment donné, quand je ne serai plus là, j'ai donné une œuvre au musée. Tu préviens ma question. Oui, qui finalisera un peu comme la fin d'un livre où il y a fin. Voilà, c'est ça. Bon, il y a quelque chose. Je peux vous le dire parce que c'est pas un secret. C'est une plaque en céramique de même nature que le mur qui est en fond et qui vient là. On revient à l'espace zéro. Alors. Oui, voilà, on revient à l'espace zéro. C'est-à-dire, il n'y a pas de démonstration là. Et là, ce jour-là, on saura que je ne suis plus vivant. Le jour où il y aura la plaque, l'artiste ne viendra plus. Je crois que je ne vais plus jamais aller voir ce truc. Si jamais je tombe sur la plaque, je vais avoir un choc. Oui, mais non, mais je peux dire que c'est ça, c'est la clôture. À un moment, il y aura la clôture. C'est-à-dire qu'on ne fermera pas les portes en disant comme un caveau. Non, c'est pas ça du tout. Simplement, le silence s'installera au lieu d'avoir des fleurs naturelles que je mets à l'intérieur pour offrir, faire des offrandes ou mettre une œuvre ou avoir une humeur. Voilà. C'est-à-dire faire le meilleur et le pire que fait l'être humain dans le fond, dans sa vie. Ben là, c'est une démonstration du meilleur et du pire. Bon, écoute, je ne voudrais pas abuser de ton temps parce que non, je crois que c'est pas mon temps, ta parole, mais je crois qu'on a fait un tour comme ça, on aurait pu en faire un autre, mais il s'est placé ainsi, et peut-être maintenant on va vous laisser poser des questions à Jean-Pierre puisque il est là. Et vous n'êtes pas obligé. Hein. Je n'ai pas obligé. Anne Tronche. Bon, alors, quand Jean-Pierre parlait, je pensais à cet entretien que Marcel Duchamp avait donné à Pierre Cabane. Ah, magnifique. Il poussait dans ses retranchements pour savoir ce que c'était un ready-made, en fait. Et il désignait le ready-made par ses constituants, laissant la partie la plus mystérieuse du ready-made hors vue et hors langage. Quand j'écoutais Jean-Pierre, je sentais qu'il y avait une partie de l'œuvre qui était hors vue et hors langage dans ce qu'il dit, et je sais qu'il a des stratégies personnelles pour se protéger. Parce que Jean-Pierre, dans les années 60, avec ses premiers psychologies notamment, a eu l'extrême pouvoir que très peu d'artistes ont d'intriguer terriblement le regard. Et il intriguait terriblement le regard parce que ce qu'il vous donnait à voir était en fait à décrypter sans la clé permettant de dévoiler le secret. Quand on met un pot fermé avec du ciment sur lequel il y a le chiffre 3 dans un parc d'enfants, ça signifie que le monde n'est pas si simple que ça. Donc il nous livrait en effet un territoire de l'inquiétude que nous devions prendre comme il arrivait vers nous. Et d'ailleurs, ce qui est très symptomatique de son langage, c'est quand il a épuré pour arriver à cette dialectique
du rouge et du blanc. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce rouge et ce blanc? Il a fait des œuvres relativement cruelles. Car c'est pas n'importe quel rouge et n'importe quel blanc quand il parle de son signal d'interdiction, etc. C'est terrible, un signal d'interdiction. C'est défense d'entrée, défense de venir. Et dans toute la suite des œuvres de Jean-Pierre, l'extrême pureté, quelquefois, des relations du rouge et du blanc ont été très inquiétantes. Donc il y a une dimension qui n'est pas ici au rendez-vous, parce que, voilà, il se protège, il ne peut pas le dire, nous ne savons pas exactement, nous savons simplement que le regard est intrigué, que la pensée est interrogée, et que la sensibilité est perturbée. Mais, voilà, donc c'est son langage, c'est son vocabulaire, c'est un langage très particulier, très riche, mais qui demande, quand on l'approche, et que si on veut l'analyser, qui demande de venir avec des bagages, extrêmement. J'espère que c'est pas trop lourd quand même. Non, parce que c'est l'art qu'on aime aujourd'hui et Warhol l'a très bien signalé, est un art, quand il dit tout le monde sera célèbre un quart d'heure. Et moi, je suis aussi très fasciné par ce rapport au monde, cette rapidité, et puis aussi, bon, cette façon très rapide aussi d'évacuer les choses et de passer à autre chose. Ça, c'est le côté pervers de tout ça. Mais aujourd'hui, quand on pense à Lichtenstein, on pense au point, quand on pense à Warhol, c'est la sérialité aussi des images. Chaque artiste a un peu son sa marque un peu réducteur, et en même temps c'est son nom, c'est sa façon de signaler voilà, les uns et les autres. On n'échappe pas à ça, et certains y échappent, mais ceux-là ont certainement plus de mal parce que bon, ils acceptent cette ambiguïté ou ce manque d'efficacité visuelle. On sait très bien que c'est comme un peu les architectes, les gens qui marchent très fort aujourd'hui, qui sont très sur le devant de la scène, sont des gens qui ont des marques, très peu de signaux en même temps, et tout ça, puis, toute la richesse peut être derrière, hein, elle est à l'intérieur. Donc, c'est pas un avantage d'être comme je suis, certainement, mais il se trouve que moi, j'ai pas un grand désir de communiquer non plus. J'ai un désir de parler à des personnes. Vous êtes un nombre très agréable, parce que c'est comme si on était ensemble, là, qu'on soit dans un salon, qu'on soit à 2 ou qu'on soit à 10, pour moi, c'est un peu la même chose. Quand on est 50, c'est déjà plus la même histoire, on est dans une... c'est déjà le meeting. Plus en représentation. Oui, on a quelque chose à dire, on a quelque chose à faire passer. Moi, j'ai rien à vous faire passer, simplement, je profite du moment de sentir que vous respirez, que vous êtes des êtres humains, chacune particulière et particulier, et non, parce que il n'y a que des femmes, hein. Non, il y a quand même 2 hommes, hein, je voudrais vous faire remarquer. Je tiens quand même à défendre. Je signalais à Philippe que, du reste, dans l'art et dans mon parcours, les femmes ont eu vraiment un rôle absolument considérable. Elles ont été extrêmement déterminantes. Je pense à Dominique de Ménil, Sylvie Boissonnas et tout ça. Les femmes ont eu plus de force, de caractère, d'audace, voilà, plus d'audace pour s'aventurer dans l'art, dans des zones où peut-être les hommes vont moins, pour des raisons d'efficacité aussi. D'ailleurs, tu sais, je te présente là-bas la jeune femme qui sourit, c'est Virginie Esprit, et elle est l'une des 2 fondatrices de l'agence de l'art, l'agence de communication par l'art contemporain où nous sommes. Donc voilà un exemple, effectivement. Oui. Et c'est quand même, c'est pas anodin, c'est très intéressant, je trouve, parce que, et je disais à Philippe que c'est peut-être la part féminine de l'homme, du reste, qui en art peut-être s'introduit beaucoup, mais en tous les cas, est-ce que les femmes sont plus
plus à l'aise avec cette aventure parallèle qui est entre guillemets, l'œuvre d'art, je veux dire, ce rêve, en tous les cas parallèle, comme ça, pourquoi pas? Sans faire de schéma qui est réducteur, en tous les cas, c'est quand même... Ça veut dire quelque chose. Hein. C'est quand même sympathique. Ça veut dire... Et on ne va pas s'en plaindre, évidemment. Et on ne va pas s'en plaindre. Question? Autre? Quelque chose que j'ai cru pendant longtemps, et en vous écoutant, je change un peu d'avis. Est-ce qu'il y a une dimension critique dans votre travail quand vous montrez ces signes et toutes ces communications, le mot art comme un logo, Picasso, Monet? Est-ce qu'il y a un jugement? Non, il y a non seulement pas de critique, mais alors surtout pas de jugement. Et moi, j'allais dire, pardon, j'ai rien à vendre. Je suis mal placé pour dire ça, mais j'ai rien à vendre. Non seulement pas de morale, mais je crois que je ne resterai pas dans l'histoire de l'art. Mais je pense... Attends, si tu te questionnes déjà, c'est que tu as une propension à vouloir y rester. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai une place là, en tant qu'être vivant, là. Et mes objets résistants ils vont résister, c'est des objets résistants, voilà, c'est ça. Mais je ne vais rien changer au processus, et du reste, je suis un facteur isolé, mais il y en a d'autres, hein. Le douanier Rousseau, excellent artiste, il n'a pas changé. Non, mais il a une bonne place dans l'histoire de l'art. Oui, mais on me donnera peut-être une place, mais je veux dire que j'ai pas... je vais pas changer les choses. Simplement, je crie un peu plus fort. Vivant, j'en profite bien. Vous voyez, le conteneur, vous êtes là. Le grand pot doré devant Bougour pendant 10 ans. Oui, pendant 10 ans, voilà. C'est moi qui ai décidé de le faire partir. Hein. Faut pas qu'on pense qu'on s'est dit, ça suffit maintenant. Non, j'ai dit, maintenant, vous le faites partir. Et je me suis battu pendant 1 an et demi avec le centre, avec la direction, en disant, non, maintenant, vous donnez la place à quelqu'un d'autre si vous voulez, mais moi, ça me suffit. Je veux pas faire partie des meubles. Je ne veux pas rester là-dessus. Donc, vous mettez là-haut, vers les tuyaux. Non, mais très bien. Je serai plus près des objets de la collection, mais vous laissez cette place à quelqu'un d'autre. Et puis, donc, je libère la place. Hein. Moi, je suis prêt pour libérer la place. Je connais des artistes qui font pas tout à fait la même méthode, mais chacun sa méthode. Mais pour revenir sur ce pot doré que j'aime beaucoup et que j'ai vu se balader un peu, malheureusement pas partout, tu imagines qu'il est définitivement à cet endroit, sur la terrasse là-haut? Non, mais rien. Parce qu'il avait quand même une belle histoire de nomadisme. Il est né à jouer en Josas, il est allé dans les fonds de la mer. Mais il a été à la cité interdite surtout. Et il a été à la cité interdite. Voilà. Mais oui, mais le nomadisme, ça se fait pas tout seul, surtout quand les objets font plusieurs tonnes. C'est des organisations. Donc aujourd'hui, la caravane n'est pas là, si je puis dire. Voilà. Le monde étant ce qu'il est aujourd'hui, c'est par les images que ça voyage. Mais moi, physiquement, j'ai transporté l'objet dans la cité interdite. Pour la petite histoire, j'ai été à New York. C'était en 1999 ou quelque chose comme ça. J'ai été à New York pour le mettre en haut du World Trade Center. Symboliquement, c'est pas mal hein, quand même. J'étais parti avec Hervé Chandès. Et j'ai fait le repérage là-haut, je le mettais au coin d'une des 2 tours, en haut, parce que je me servais de la tour comme socle. Oui. Et donc le pot était là. On a mis les choses au point et tout ça. Et puis, mes rêves, moi je fais des propositions. Après, c'était pas un problème d'argent. Cartier était mon sponsor, donc il n'y avait aucun problème. Et le pot, à la limite, il était donné, puisqu'il pouvait rester même là. Et puis les choses se sont passées autrement et elles se sont passées comme vous le savez. Moi, mon rêve eût été que le pot soit là-haut et que les tours vivent ce qu'elles ont vécu. Mais ça, le monde n'est pas parfait. Donc, voilà. Donc c'est un peu la rencontre aussi. Les choses se font, elles ne se font pas.
le fond de la mer Rouge par 50 mètres de fond aussi, quand on a descendu aussi les choses. C'est voilà, c'est aussi vivre une épopée physique. Hein, parce qu'aujourd'hui, avec les images, et moi je travaille aussi avec les images de la même façon, mais je vois bien qu'aujourd'hui, entre le réel et les images, je veux dire qu'on navigue maintenant dans une sorte d'amplitude qui est d'une toute autre nature. Là, à ce moment-là, non, c'était encore un transport, c'était comme encore en Égypte, 3000 ans avant Jésus-Christ, on portait la chose, on la mettait là. Voilà. Au fond, cette façon de vouloir que, par exemple, le pot doré soit au sommet de World Trade Center, c'est quoi? C'est vouloir que ce signe qui est quand même la marque Renault, ça c'est pas le pot, c'est la marque Renault. Je crois qu'il n'y a pas un objet dans ton vocabulaire plastique s'il y a le carreau de céramique 15/15, qui sont vraiment les deux signes qui sont la marque de ton travail. Comme tu le disais tout à l'heure, de Gauguin, de Monet ou de Picasso. Et c'est vouloir que ce signe soit soit confronté le plus possible avec toutes les géographies, toutes les cultures, toutes les civilisations, toutes les époques. Non, j'ai pas de programme, je n'ai pas j'ai du désir simplement. Et donc mon désir, il passe par des rêves, des rêves éveillés, voilà, je me projette et j'ai envie d'aller au bout de mes rêves et de les matérialiser. Mais il n'y a aucune volonté. Évidemment, vous ne me croirez pas, mais il n'y a pas de volonté de pouvoir. Il y a simplement, je sais que quand on vit quelque chose, c'est réel. Donc j'ai besoin de passer par le réel. Et soit c'est rêvé, ou soit c'est réalisé. Quand je faisais la tour des Minguettes, quand je devais faire la tour des Minguettes, et que je suis arrivé, on avait le budget, qu'on était au bout de cette grande épopée avec l'urbanisme, ça ne s'est pas fait à la fin, mais dans le fond, moi, j'étais pas déçu, parce que ce qui compte pour moi, c'est d'apporter le rêve. Et puis ensuite, la chose se fait ou elle ne se fait pas, c'est encore une fois comme le World Trade Center. Je comprends qu'un architecte veuille passer au stade de la fabrication de la chose. Et de la finalisation. Moi, c'est la fabrication mentale. J'apporte mon projet à son maximum d'intensité, comme je le sens. Mais si à la fin ça ne se fait pas, ça ne me pose aucun problème. Je dirais presque, même une fois sur deux, ça m'arrange. Parce que, comme je n'ai pas confiance dans les êtres humains, je sais qu'après, ce sera des problèmes de servitude, ça va être des problèmes d'entretien qui vont dégrader l'image que j'en avais et tout ça. Donc, comme je ne fais pas confiance dans, je ne dis pas vous, là, je ne fais pas confiance en eux, eh bien, je me dis, voilà, moi j'ai amené mon truc et puis voilà, et puis c'est arrêté parce que la société, voilà, elle a jugé que c'était... J'étais en train de me dire que ces paroles-là résonnent ici d'un timbre particulier, puisque Président, c'est une agence de communication par l'art qui irrésistiblement doit vouloir toujours finaliser et réussir magnifiquement les projets. Très bien, mais comme un architecte, il y a des choses qui ont du sens parce qu'elles sont réalisées. Moi, et c'est intéressant du reste, mon travail, c'est pas de réaliser ou de faire une exposition, c'est d'être dans l'amplitude et dans la capacité de faire cette exposition. Oui, mais les Minguettes, tu t'étais réalisé, de recouvrir des barres complètement de carreaux de céramique. Mon enthousiasme, il faut bien que ça parte vers du concret, c'est-à-dire que je fais tout pour que ça se fasse. Mais c'est comme un amour qui se détruit à un moment donné, c'est peut-être pour moi aussi extraordinaire. Peut-être que la destruction est un plus. Bon, je ne suis pas spécialement masochiste, mais... apparemment, dans ton histoire, la destruction a été importante. Oui, là... Je pense à la maison. Je pense que la naissance des choses
et la disparition des choses font partie de quelque chose qui m'intéresse. Moi, je ne veux pas ni l'un ni l'autre. Je ne veux pas la fin sans le début, et je ne veux pas le début sans la fin. Je sais qu'on aura tous ça, mais c'est les deux qui m'intéressent. Donc, j'ai été intéressé par le début dans les psycho-objets dont parlait Anne, mais la fin, enfin, dans la mesure où on est acteur encore, on n'est pas diminué, comptez sur moi, j'essaierai d'activer quand même le processus. Je ne me laisserai pas voler l'improbabilité de ce qui peut se passer dans des années où finalement on n'en fait pas grand-chose. Je me souviens d'une discussion avec Tinguely quand il était malade, et je disais, mais Jean, avec le talent que tu as, vas-y, fais ce que tu n'as jamais fait. Fais pas une œuvre de plus, montre-moi ce que tu es capable, tu es un magicien, il n'y a pas simplement les œuvres. Donne-moi ce... on était très liés, on était quand même très intimes. Et je sentais, il était terrifié. Je veux dire, il pouvait pas vivre cette chose. Bon, mais c'est pour ça peut-être qu'on fait des caissons de survie. Hein, ça peut servir. Merci en tous les cas. Merci d'être là. Merci. Pas de questions? Plus de questions? Personne? Merci à tous d'être venus écouter cette